Avant de commencer mon histoire, voici quelques informations. Chaque jour, après avoir terminé mes devoirs ou lorsque je m'ennuyais et n'avais rien à faire, je prenais ma moto pour aller jusqu'au supermarché le plus proche, à environ 5 km de chez moi. Pour y arriver, je traversais des rues à sens unique qui serpentaient à travers des quartiers isolés de la région. Toutes les maisons de ces quartiers semblaient appartenir à la classe moyenne supérieure, ce qui était étrange car mon quartier, situé juste en bas de la colline, n'avait pas du tout l'air aussi riche, mais ça ne me dérangeait pas car je me concentrais sur le calme et la tranquillité de ce trajet. Pour rejoindre ces rues, je devais gravir plusieurs collines, ce qui n'était pas idéal car ma moto fonctionnait mal en montée. Cependant, ces routes étaient plus sûres que les routes principales. Cela s'est passé le 15 du mois dernier. C'était un vendredi, ce qui signifiait que je pouvais rester éveillé tard et jouer aux jeux vidéo. Mes amis de l'école, avec qui je joue habituellement, n'étaient pas en ligne, donc je n'avais rien à faire. Ayant envie de chocolat, j'ai décidé de faire une balade nocturne. Mon trajet jusqu'au supermarché était normal. J'ai garé ma moto, acheté mes chocolats et pris le chemin du retour. Puisque c'était la nuit, j'ai choisi les rues principales, car il n'y avait pas beaucoup de voitures sur la route. En quittant les rues principales et en commençant ma descente sur les rues à sens unique des quartiers isolés, j'ai remarqué une voiture qui me suivait de près. Les phares étaient si forts qu'ils reflétaient dans les rétroviseurs de ma moto et me gênaient. J'ai décidé de m'arrêter pour laisser passer cette voiture. Je me suis garé derrière une voiture stationnée devant une maison. Comme toutes les maisons de cette rue avaient leur lumière éteinte, je n'étais pas inquiet que quelqu'un me voie et pense « Pourquoi ce motard suspect reste-t-il là derrière ma voiture ?» De plus, j'étais habillé en noir, donc quelqu'un pourrait facilement me prendre pour quelqu'un d'étrange. Je suis probablement resté sur ma moto pendant 1 minute à attendre que la voiture passe, mais elle n'est pas arrivée au dernier tournant. Je ne voyais pas ses phares arriver, alors j'ai supposé qu'elle ne venait pas. Avant de repartir, j'ai décidé de profiter de l'air nocturne. J'ai ouvert la visière de mon casque et pris une grande respiration. J'ai éteint le moteur de ma moto. Cela peut sembler exagéré, mais une fois mon moteur éteint, tout est devenu silencieux. Je n'entendais que les grillons et le vent dans les arbres au-dessus de moi. Je suis resté là, la tête levée vers le ciel, les yeux fermés et les bras détendus. C'était si paisible. Soudain, des bruits de pas sont venus perturber ce silence. En me tournant vers leur direction, j'ai remarqué qu'ils venaient de l'autre côté de la rue. Ces pas ne semblaient pas appartenir à une personne normale. Ils étaient lourds et puissants. Subitement, j'ai vu une grande silhouette noire émerger derrière une haie de jardin devant une maison en face de moi. Cette chose était grande et rapide. Si je devais estimer sa taille, je dirais qu'elle atteignait près de 2 mètres. À ce moment-là, j'étais paralysé par la peur. La seule partie de mon corps qui bougeait était ma tête, alors que j'observais la silhouette descendre l'allée de la maison, celle avec la haie, et traverser la rue dans l'autre direction. Quand la créature a traversé, la lumière de la lune l'a éclairée, me donnant une image plus claire. On aurait dit un loup-garou, avec des jambes pliées, une fourrure en désordre, des oreilles pointues et un museau denté. Mon cœur s'est arrêté. La créature a disparu dans les ombres projetées par les maisons de l'autre côté. Après 1 minute puis une autre, je suis resté figé sur ma moto, confus et terrifié. Je ne voulais ni bouger, ni redémarrer le moteur pour ne pas attirer l'attention, mais je n'avais pas le choix. J'ai silencieusement tourné ma moto en l'autre direction avant de démarrer et de partir à toute vitesse. Le chemin du retour est flou dans ma mémoire. Je me souviens seulement d'avoir accéléré et ignoré les limites de vitesse et les stops juste pour m'éloigner aussi rapidement que possible. Dieu merci, cette chose ne m'a pas repéré dans l'obscurité. Dès que je suis arrivé chez moi, j'ai raconté toute l'histoire à mes parents. Bien sûr, ils ne m'ont pas cru. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, de peur que cette chose m'ait suivi jusqu'à chez moi et m'observe par ma fenêtre. Rien que d'y repenser, en écrivant ceci me donne des frissons. Je n'ai jamais partagé cette histoire avec mes amis, car je sais qu'ils me prendraient pour un fou. J'ai été renversé par un camion, mordu par un pitbull, et j'ai failli me noyer. Mais cette rencontre était de loin la plus effrayante de ma vie. Je n'ai pas repris ma moto depuis.
Ces événements se sont déroulés il y a 2 étés, dans la région de Grand Teton. Mon petit ami de l'époque, maintenant mon mari, appelons-le Ben, était un passionné de nature et avait également servi dans l'armée. Étudiante en écologie, je voulais passer plus de temps en plein air, alors il a décidé de m'emmener faire ma première randonnée. Pour ceux qui ne connaissent pas, les montagnes Grand Teton sont célèbres pour leur faune, notamment les grizzlies. Jusqu'alors, ma seule expérience avec les ours se limitait à avoir vu un petit ours noir traverser la route confortablement installé dans ma voiture. Voir des panneaux « Territoire des grizzlies » à chaque tournant n'a pas aidé à calmer mes nerfs. Mon petit ami ressemblait à Indiana Jones, une machette accrochée à sa ceinture, de grands couteaux fixés de chaque côté de son sac et une bombe anti-ours à sa taille. Le début de notre parcours de 40 km était entièrement en montée. En territoire d'ours, il est recommandé de faire du bruit pour éviter de surprendre la faune. Imaginez monter une pente raide avec un sac de 18 kg sur le dos. Discuter devient vite difficile. Nous étions à 1 heure de marche et presque au sommet. Je remarquais que la forêt était complètement silencieuse, à part le ruisseau à notre gauche. Le silence en forêt est rarement bon signe. Ça indique souvent la présence de prédateurs. À ce moment, j'étais devant mon petit ami. Alors que nous atteignions le sommet sans avoir parlé depuis 20 minutes, nous remarquâmes ensemble ce silence inhabituel. Une fois au sommet, je me figeais. À seulement 3 mètres devant moi, assis en plein milieu du sentier, se trouvait un grizzly. Mon mari n'était pas encore au courant, puisqu'il était derrière moi. Trop terrifié pour parler, je fis alors la première chose qui me vint à l'esprit. Sans bouger, je remuai mon bras frénétiquement derrière moi pour attirer l'attention de Ben. L'ours se redressa sur ses pattes, ne nous quittant pas des yeux. Ben me fit passer derrière lui rapidement et commença à hurler. Son expérience militaire lui permet de crier d'une manière impressionnante. Pourtant, ça n'effraya pas l'ours qui avança lentement vers nous. Mon cœur battait à tout rompre. L'ours était à environ 1 mètre de nous quand un bruit fort retentit dans les bois à notre droite. L'ours l'entendit également et s'enfuit vers le ruisseau. Un deuxième bruit résonna, encore plus proche. Nous reprîmes la marche rapidement pour nous éloigner de l'ours et des bruits étranges. Au bout de quelques minutes, les poils de ma nuque se dressèrent. Ben s'arrêta devant moi et je me retournai instinctivement. À cet endroit-là où nous étions, il y a peu, se trouvait une masse énorme, 3 fois la taille du grizzly que nous venions de voir. Cela ressemblait à un ours, mais sa forme était bizarre. Quand il se redressa sur ses pattes arrière, la peur nous poussa à fuir. Nous entendions des pas lourds derrière nous, mais aucun de nous n'osa se retourner. Les bruits finirent par s'estomper. Ben tenta de me rassurer, m'assurant que ce genre de situation était extrêmement rare. Quand je vivais dans le Minnesota, j'ai vu quelque chose qui me perturbe encore aujourd'hui. Cela m'est arrivé environ 2 semaines avant mon déménagement vers la région du nord-ouest du Pacifique. Je n'avais pas d'argent ni d'endroit où rester, donc mon chien et moi avons campé dans les bois. C'était mi-novembre 2022, avec des températures entre -5 degrés et 3 degrés. J'avais toujours un feu allumé. Honnêtement, ce n'était pas si mal, sauf la nuit quand le feu s'éteignait. Mon chien restait soit dans la tente, soit attaché près de moi. Nous avons passé environ 6 jours dans cette région et chaque jour, j'ai vu des cerfs gigantesques. Je venais de Memphis, où j'avais chassé mon premier cerf. Parfois, il était à environ 100 mètres, marchant ou courant près de voies ferrées. La forêt était dense, mais je pouvais toujours distinguer les animaux. Avant la tombée de la nuit, je voyais souvent un chien, parfois 2, qui m'observait et approchait lentement. Je criais et gesticulais dès que je les remarquais. Le deuxième soir, j'ai entendu un bruit fracassant dans les bois, près des voies. En sortant de ma tente, j'ai vu une dizaine de cerfs courir le long des rails, puis foncer directement vers moi. Je pensais qu'ils allaient me voir ou sentir ma présence, et celle du feu, alors je suis resté immobile, impressionné par la nature, mais ils ne semblaient pas changer de direction. Les arbres étaient immenses et la forêt épaisse. Ils couraient et sautaient si vite et si loin que je pouvais sentir le sol trembler. Mes 2 cerfs en tête sont passés à moins de 3 mètres de moi.
J'étais pétrifiée, convaincue que j'allais être transpercée. Juste avant que je ne plonge dans ma tente, ils ont changé de direction et se sont éloignés, effrayants mais aussi fascinants. Vers 22 heures, alors que je ravivais le feu, j'ai remarqué quelque chose au loin, de mon côté des voies ferrées. Cela ressemblait à 2 personnes avec des lampes frontales. Le premier jour, j'avais rencontré brièvement un homme cherchant des pots de serre, alors je n'y ai pas prêté attention et j'ai évité de braquer ma lumière sur eux. N'arrivant pas à dormir, je suis resté dans ma tente et les lampes étaient toujours là, dans la même position, faisant les mêmes mouvements. L'un semblait manipuler quelque chose au sol et le passer à l'autre. À ce moment-là, j'étais inquiet, car il était 1 heure du matin. En concentrant ma lumière, j'ai remarqué que la lumière des lampes se divisait en 2 points. C'était en réalité des paires d'yeux. Ses yeux étaient derrière des troncs tombés et un arbre debout. Il bougeait, se déplaçait autour des obstacles, se levant et se baissant, tout en me regardant, sans jamais détourner le regard. Je les observais attentivement et ils imitaient mes mouvements. De retour dans ma tente, j'ai laissé une ouverture de quelques centimètres et continué de les surveiller. Chaque fois que je fixais leur position, leurs mouvements devenaient plus agités. Je ne possédais que des couteaux et quelques fusées éclairantes. Avec mon chien blotti à mes côtés, j'ai attendu. À 5 heures du matin, en vérifiant encore, les yeux étaient toujours là. Quand le soleil s'est levé, ils avaient disparu. J'ai pensé que c'étaient des loups, mais leur mimique était incroyable. La 3e nuit, je n'ai pas vu ces créatures, mais à minuit, un bruit fracassant m'a réveillé. Cette fois, il n'y avait qu'un seul animal, beaucoup plus rapide que les cerfs. Il venait directement vers moi à travers des herbes hautes. Quand il a jailli, à environ 10 mètres de moi, il s'est immédiatement redressé sur ses 2 pattes. En un instant, il était là, et mon instinct de survie s'est activé. Je savais que fuir serait inutile. Ses yeux étaient orientés vers l'avant, ses oreilles étaient longues et pointues. Je l'ai fixé avec ma lampe, mais ça n'a pas aidé. J'ai vu ses yeux brillants couleur ambre. J'ai pris une grande respiration, puis crié. Et aussi fort que possible. À ce moment-là, il a disparu, mais je savais qu'il était encore là, tout près. Je n'ai cessé de crier pour le faire fuir. Cette créature mesurait presque 2 mètres à la pointe de ses oreilles, semblable à celle d'Anubis. Le lendemain en ville, j'ai cherché une image d'Anubis et j'ai pleuré en silence. Cette vision m'a profondément marqué. Je suis retourné au camp pour déplacer ma tente. Passant devant l'endroit où j'avais vu les créatures, je me suis souvenu des 2 paires d'yeux. À ma nouvelle installation, la nuit a été effrayante. J'ai entendu des coyotes hurler et des loups plus tard. J'ai quitté les lieux, laissant tout derrière moi. Je pense à cette expérience chaque jour, encore troublé par ce que j'ai vu. Cette période était déjà difficile avec des tragédies familiales. Je n'en ai jamais parlé à personne, de peur de passer pour un fou. Je suis un chasseur passionné et dans ma vingtaine, je passais chaque week-end dans les bois d'un parc national à proximité de l'Oklahoma, près de la rivière Rouge. Je parcourais généralement 3 à 5 kilomètres à pied. Ma première rencontre remonte à environ 10 ans. J'étais installé à l'orée d'une clairière, environ 6 mètres de hauteur dans un arbre. À l'approche de l'aube, j'ai repéré un grand cerf mâle de 12 corps, s'avançant lentement dans la clairière à environ 300-400 mètres. Je l'ai laissé s'approcher, puis viser et tirer dans la zone vitale, atteignant son cœur et ses poumons. Après l'avoir vu tomber avec ma lunette, j'ai rangé mon arme et me préparais à descendre de mon perchoir. Mais à ma grande stupeur, j'ai vu ce cerf se relever et courir vers les bois sur ses 2 jambes. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. J'avais entendu des histoires de skinwalkers dans ma jeunesse, racontées par ma grand-mère, qui était à moitié amérindienne. Alors je suis parti rapidement et n'ai pas cherché à en savoir plus. Quelques années plus tard, dans la même zone, je chassais de nouveau. J'avais installé mon perchoir et mon échelle la veille, et vers minuit, j'ai marché jusqu'à mon stand pour être prêt au lever du soleil. J'étais installé à 2 heures du matin et j'attendais patiemment. À 6 heures du matin, environ 30 minutes avant le lever du soleil, j'ai entendu quelque chose saisir mon échelle. Puis j'ai entendu ce bruit de quelque chose grimpant, mais on aurait dit des griffes sur le métal.
Instinctivement, j'ai pointé mon fusil vers le bas et tiré. J'ai touché quelque chose au premier coup et entendu un cri, alors j'ai vidé mon arme sur l'échelle sans regarder. J'étais trop effrayé pour risquer de croiser le regard de cette chose. J'ai ensuite sorti mon revolver 357 Magnum et vidé les balles dans la direction du bruit. Après avoir rechargé, j'ai continué à tirer jusqu'à épuisement des munitions. J'ai fini par utiliser mon 9 mm, une arme que je garde pour la défense personnelle. Avec seulement quelques munitions restantes, j'ai attendu le matin, terrifié et tenant fermement mon arme. Quand le jour s'est levé, j'ai examiné les alentours. Autour de mon perchoir se trouvait du sang noirâtre et nauséabond, pire que la mort. Ce sang menait plus profondément dans les bois. En sortant rapidement vers le sentier, j'ai croisé un autre chasseur. Il semblait également effrayé. Une fois qu'il s'est approché, je lui ai demandé s'il partait lui aussi. Il m'a dit qu'il avait entendu des coups de feu et un cri. Il était installé dans la direction où allait la trace de sang. Il a entendu quelque chose courir près de lui après les coups de feu, et à l'aube, il a vu une silhouette animalière courir sur 2 jambes. Je lui ai demandé son nom, appelons-le Jim, et il m'a dit que nous devions quitter la forêt. Il était à moitié Cherokee et pensait que ce qu'il avait vu était dangereux. Nous avons quitté les bois et après avoir partagé une bière, nous avons pris notre courage à 2 mains pour aller récupérer nos affaires. Mon échelle en métal, fixée solidement à l'arbre par des sangles, avait été arrachée et tordue. Mon perchoir est toujours dans cet arbre, j'imagine. Il y avait la trace de sang et un mélange d'empreintes humaines et canines. En voyant ça, Jim est devenu pâle. Nous avons retrouvé son matériel éparpillé, son échelle tordue et son perchoir arraché de l'arbre et jeté au sol à 200 mètres de là. Nous avons quitté la zone et rejoint nos véhicules. Depuis cette rencontre, Jim et moi avons échangé nos numéros et commencé à chasser ensemble. Environ 2 ans après cet événement, nous étions dans une clairière installée dans un abri. Ce matin-là, nous avons tous deux eu un tir et avons tiré simultanément. J'ai atteint la biche que je visais, mais elle s'est relevée et a couru sur ses pattes arrière. En examinant les empreintes, elles étaient d'abord celles de sabots, puis elles se sont agrandies et transformées en empreintes humaines. L'air sentait la viande pourrie. Jim a dit que nous devions partir et je n'ai pas discuté. J'ai grandi dans la banlieue nord d'Atlanta, il y a plus de 60 ans, dans un endroit naturellement boisé et magnifique. Ce jour-là, je jouais à l'intérieur et j'ai aperçu ma mère allongée sur une chaise longue dans le salon. Derrière elle, il y avait de magnifiques fenêtres immenses, 3 de ces immenses fenêtres qu'on pouvait ouvrir pour sortir. Je me suis dirigé vers ma mère et un énorme chien noir, plus grand que tous ceux que j'avais jamais vus, était aux fenêtres. Le seul problème, c'est qu'il se tenait debout sur ses pattes arrière et avait les pattes avant repliées comme pour imiter des griffes ou des mains de monstre. Je suis resté figé et il a sauté sur les fenêtres comme s'il allait les ouvrir. J'étais complètement terrifié. J'ai crié et j'ai couru partout, même en rond. Je crois que je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Bien sûr, ma mère s'est réveillée et j'ai eu beau lui raconter, je n'ai pas réussi à lui faire comprendre ce que c'était. On a même appelé mon père pour qu'il rentre à la maison et j'ai essayé de le lui dire. Ils n'ont pas compris. Il était énorme et me fixait tout le temps. Ce n'était pas juste un chien, mais c'est ce que tout le monde disait. Ils m'ont dit que c'était le chien du voisin parce qu'il était noir, un berger allemand noir. Ce chien ne ressemblait en rien au chien du voisin. Celui-ci n'était pas aussi immense. Il était gentil et ne sortait jamais de son jardin. Jamais pendant toutes ces années où nous avons vécu là-bas, je ne l'ai vu ailleurs que dans son propre jardin. Aujourd'hui encore, à 70 ans, j'ai toujours des veilleuses partout dans la maison. Après ça, je ne me suis jamais couché sans que la lampe de la chambre soit allumée. Et je ne parle pas de veilleuse, mais bien d'une vraie lampe de chambre. Pendant des années, je ne pouvais pas rester au lit. Je me réveillais et demandais à mon frère si je pouvais dormir avec lui, ou à mes parents si je pouvais dormir avec eux. Parfois, je dormais même sur un canapé dans la chambre espagnole. Mon père était à moitié espagnol.
Il ne faisait pas sombre quand c'est arrivé, quand j'ai vu cette grande créature canine, mais j'ai toujours associé l'obscurité à cette chose. Je ne l'ai jamais revu, j'espère ne jamais le revoir. J'avais 27 ans et je travaillais dans un camp de scouts situé en plein cœur des bois au nord de la Californie du Nord. Là-bas, les ours noirs étaient nombreux. Bien qu'ils soient généralement inoffensifs, faciles à effrayer avec un coup de feu en l'air, ils représentaient un danger potentiel pour les campeurs. Chaque semaine, le camp accueillait parfois jusqu'à 500 scouts répartis dans plusieurs sites de camping. Certains gardaient des barres de chocolat dans leurs poches, devenant ainsi une proie facile pour les ours. Petite anecdote, les ours noirs adorent les Reese au beurre de cacahuète. En tant que membre du personnel, j'étais souvent affecté à la surveillance des ours. Mon rôle consistait à parcourir le camp avec un fusil pour les dissuader de s'approcher des campeurs. Une nuit particulière, tout semblait plus calme et plus immobile que d'habitude. Cela m'a paru étrange et inquiétant. Je venais de visiter le camp le plus éloigné des autres, situé à environ 800 mètres de la base. En longeant le sentier près du lac, je me suis arrêté pour uriner et fumer un joint que j'avais mis de côté pour ce genre d'occasion, étant seul au bord du lac à 2 heures du matin. Nous avons tous des instincts naturels qui nous avertissent du danger. Cette nuit-là, mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Non seulement tout était inhabituellement calme, mais j'avais la sensation oppressante d'être observé et de ne pas être seul. J'avais déjà affronté un ours face à face, été suivi par un puma et dormi trop près d'une tanière de coyotes, mais cette fois c'était différent. La sensation de danger était plus profonde, plus inexpliquée. Et cette odeur, elle était forte, presque acide, mais musquée. Impossible de trouver les mots pour la décrire précisément. Alors que je m'apprêtais à saisir ma lampe torche et envisageais de préparer mon fusil, un énorme bruit retentit. Quelque chose tomba des arbres au-dessus de moi avec une force incroyable, me faisant presque tomber par terre. En cherchant ma lampe torche qui avait chuté, j'entendis un bruit de course provenant de la forêt. C'était une créature massive s'éloignant rapidement vers la colline. Mon premier réflexe fut de penser à un énorme ours noir. Ils peuvent être facilement effrayés, donc je me suis d'abord considéré chanceux. Cependant, en essayant de calmer ma respiration, tremblant de peur, j'ai réalisé que le bruit de ses pas ne correspondait pas à celui d'un ours en fuite. Ce bruit ressemblait à des pas humains, bipèdes. Je me suis ressaisi, élevé mon fusil, retiré la sécurité et tiré un coup en l'air vers le lac, réveillant de nombreux campeurs et maîtres scouts. Je suis resté seul sur place pendant une dizaine de minutes avant l'arrivée du responsable du camp et de quelques collègues. Pendant ce temps, avec ma lampe torche, j'ai examiné les alentours. Ce qui est tombé des arbres avait chuté d'une hauteur d'environ 6 mètres. En s'enfuyant, cette chose avait arraché des branches jusqu'à 4 mètres de hauteur et plié de petits arbres presque jusqu'au sol. Aucun ours noir ne pourrait faire ça. Lorsque les autres sont arrivés, personne ne savait quoi penser. La plupart des campeurs ont préféré croire que ce n'était qu'un ours pour se rassurer. Mais voici ce que je sais. Aucun ours courant à 4 pattes ne mesure 3 mètres de haut, et aucun ours ne peut parcourir 10 mètres en montée sur ses 2 jambes. Nous avions tous la même pensée, alors je vais le dire. Je crois avoir croisé un Bigfoot cette nuit-là. Si ce n'était pas lui, je n'ai aucune idée de ce que c'était, mais je suis soulagé qu'il ait fui et non attaqué. Quelle que soit cette créature, qu'il s'agisse d'un animal ou d'un homme, elle était gigantesque et je n'aurais eu aucune chance si elle m'avait affronté. Cela remonte à environ 15 ans, mais chaque fois que je pense ou parle de cette chose, j'en ai encore des frissons. Elle m'a traumatisé depuis tout ce temps.
Imaginez une silhouette humaine, lisse et grise, semblable à une statue d'argile, sans traits distincts et mesurant plus de 2 mètres de haut. Voici ce qui s'est passé. J'ai maintenant 30 ans, mais à l'époque, j'avais environ 14 ou 15 ans. Je vis toujours dans la même maison. Je jouais à la Xbox, dans ma chambre la nuit, la fenêtre grande ouverte. Soudain, j'ai ressenti une sensation glaciale dans tout mon corps, comme si mes veines étaient gelées, et j'ai été totalement paralysé de peur. Cette sensation m'a frappé sans avertissement, et j'ai immédiatement su qu'il y avait quelque chose dehors, près de ma fenêtre. Je n'ai jamais ressenti une terreur aussi intense, ni avant, ni depuis. Je savais profondément que j'étais observé. Cela me semblait maléfique, comme si j'étais en danger. J'ai finalement trouvé la force de me retourner. Brisant la paralysie qui me clouait sur place, je me suis précipité sur mon lit juste sous cette fenêtre, en évitant de regarder dehors, et je me suis caché sous mes couvertures. Pendant quelques minutes, je n'ai rien entendu, essayant de comprendre ce qui se passait et ce que je ressentais. Je me suis finalement agrippé au rebord de la fenêtre pour jeter un coup d'œil dehors. Ma voiture était garée à environ 5 mètres, juste en face de ma fenêtre. À ma grande stupeur, une grande silhouette gris pâle était derrière ma voiture. Elle semblait couverte d'une sorte de fumée statique sur tout son corps. Cette silhouette sans visage se leva, comme si elle se redressait d'une position accroupie. Le toit de ma voiture arrivait à peine à sa taille. Grande et mince avec des bras et jambes très longs, je ne me rappelle pas avoir vu de main. J'étais captivé par son visage, gris et sans traits. La fumée statique sur son corps rendait certaines parties difficiles à discerner. Une autre caractéristique étrange était qu'elle produisait un son ressemblant à un vent rapide ou un bruit blanc de télévision, mais uniquement lorsqu'elle bougeait. Dès qu'elle s'arrêtait, le bruit cessait également. Il faisait nuit et froid sans vent, ni autre bruit, rendant ce son encore plus bizarre. Cette chose sans visage sembla se tourner vers moi, avant de pivoter mécaniquement en 3 étapes. Sa taille, son buste, puis sa tête. Ensuite, elle se précipita dans l'obscurité, traversant une clôture de 1,50 m, comme si ce n'était rien. Alors qu'elle bougeait, la statique autour de son corps devenait plus dense, ressemblant à de la fumée lourde qui tombait doucement au sol avant de disparaître. Elle continuait à marcher jusqu'à ce que l'obscurité l'engloutisse complètement. Cela m'a tellement terrifié qu'il m'a fallu 11 ans pour oser retourner dans ce champ où elle avait disparu. J'ai l'impression que je vais la revoir et qu'elle essaiera de me prendre. La manière dont elle m'a regardé avant de s'éloigner ne ressemblait pas à une fuite, mais plutôt à une attitude de type « Attends de voir ce qui arrive la prochaine fois ». C'est effrayant à un tel point que même y penser semble insensé, mais ça m'est réellement arrivé. Je vis dans le Midwest, sur un petit terrain rural, entre un champ de maïs et une petite forêt dans une caravane. J'ai vécu dans ce comté toute ma vie et je le connais par cœur. Cela dit, j'en suis venu à la conclusion que mes expériences dans les zones rurales et boisées de ce comté impliquent des crawlers. Il y a un parc au centre de la ville que j'ai toujours détesté la nuit depuis mon enfance. En grandissant, mon cousin et moi trouvions amusant de se faire peur. Nous y allions exprès la nuit, mais ne restions jamais longtemps. J'avais constamment l'impression d'être observé. Ajoutez à ça les légendes urbaines de personnes disparues là-bas la nuit, et ça me mettait vraiment mal à l'aise. Quelques années plus tard, je me suis marié et ai commencé ma vie d'époux. J'emmenais souvent mon grand berger allemand noir en promenade nocturne. Je marche généralement en direction du parc, mais sans y entrer. Ma première expérience étrange remonte à il y a 5 ans. Je promenais mon chien et le silence s'est installé dans les bois devant moi. Mon chien se mit à montrer des signes d'anxiété inhabituels. Il est normalement stoïque et calme. Il pèse 54 kilos et a une allure intimidante. J'ai entendu du bruit de feuillage derrière moi et eu l'impression d'être traqué. Je suis rentré chez moi à toute vitesse et c'est la fin de cette première rencontre. J'ai vécu plusieurs expériences similaires par la suite, mais l'an dernier, les choses ont pris une autre tournure. À environ 23h30, je me promenais avec mon berger allemand, ma femme et notre petit chien, un mélange terrier-chihuahua. À 3 pâtés de maisons de la forêt, environ 4 cerfs effrayés ont jailli des arbres vers la rue et semblaient terrifiés. Puis j'ai entendu ce qui ressemblait à un humain essayant de reproduire des sons de singe.
Cela m'a fait rire jusqu'à ce que je lise récemment une histoire similaire, décrite par quelqu'un. En arrivant près des bois et en marchant parallèlement à ceux-ci, nous avons aperçu 2 yeux réfléchissants et une silhouette nous observant depuis la lisière des arbres. Nous avons également entendu un grondement profond, suivi d'un sifflement mais pas très aigu. Nos chiens ont réagi, fixant la silhouette et grognant un peu. À peu près à cette période, j'ai décroché un emploi de guide touristique et de maintenance pour Way Explorer. J'y travaille encore cette année. Le concept consiste à utiliser des sections de voies ferrées inutilisées ou réservées autour avec des vélos équipés d'assistance motorisée. C'est super amusant. Mon lieu de travail situé à 5 minutes de chez moi traverse des bois inaccessibles sans descendre la rivière et gravir des collines raides. Passer sous un ancien pont routier et sur 2 longs ponts ferroviaires. Le premier est haut de 45 mètres au-dessus de la forêt et le second traverse la rivière. À 6 mois de travail, c'est l'automne. Nous travaillons parfois jusqu'à minuit avec la dernière visite à 21h, ce qui signifie que les dernières heures des 2 derniers mois sont dans l'obscurité totale. Le fonctionnement implique 6 employés, 4 sur le vélo de tête et 2 sur celui de fin de groupe. Une personne est déposée au croisement principal pour gérer la circulation, une autre au grand pont pour donner des consignes de sécurité. Les vélos d'employés sont bien plus rapides que ceux des clients et nous utilisons des talkie-walkie, des projecteurs à batterie et des gilets réfléchissants. Une nuit en particulier, nous avions environ 20 minutes de retard. Au lieu de quitter le dépôt au coucher du soleil, nous sommes partis au crépuscule. J'étais en poste au grand pont. À notre arrivée au pont, il faisait complètement noir à l'exception des étoiles qui fournissaient un peu de lumière. Mes collègues m'ont déposé et sont restés avec moi jusqu'à l'arrivée du premier client. J'ai donné un petit discours au premier groupe de 4 personnes et discuté un peu avec eux. J'essayais de gagner du temps pour que le prochain groupe arrive, évitant un trop grand écart pour mes collègues qui devaient retourner les vélos. Après quelques minutes, j'ai laissé ce groupe partir et je suis resté seul. Pendant 20 minutes, j'étais seul. J'ai utilisé la radio à plusieurs reprises, mais elle ne diffusait que des interférences pour tout le monde. Cela n'était arrivé qu'1 ou 2 fois auparavant. J'ai remarqué du mouvement dans la lisière des arbres et entendu des pas rapides autour de moi de toutes les directions. La lumière de projecteur au-dessus de ma tête éclairait tout autour, mais je ne voyais rien clairement. Je l'ai éteinte et utilisé ma lampe de poche personnelle. J'ai aperçu des éclairs de peau pâle bougeant rapidement. Quand le prochain groupe de clients s'est approché, j'ai rallumé la lumière et attendu qu'ils arrivent. Ils avaient un petit garçon avec eux, effrayé par l'obscurité. Bien que terrifié, je devais me comporter normalement pour ne pas l'effrayer davantage. Pendant mon discours, j'ai entendu un mouvement juste derrière moi. J'ai juré en tournant mon faisceau lumineux sur instinct. Je leur ai dit que c'était probablement un cerf et qu'il pouvait traverser le pont en toute sécurité. La même nuit, la personne en poste au croisement, situé à côté d'un immense champ de maïs, m'a confié quelques semaines plus tard qu'il avait entendu des bruissements dans le champ et quelque chose murmurer son nom pour l'attirer. Comme moi, il n'avait aucune communication pendant ces 20 minutes. Cependant, son emplacement était moins boisé, il voyait mieux. Une autre fois, ce même collègue et moi étions sur le vélo de tête, bien en avance sur le groupe suivant. Nous avons arrêté le vélo au milieu du grand pont. Bien que ce soit impressionnant et effrayant, on s'y habitue. La nuit était claire, nous admirions les étoiles et parlions tranquillement quand tout est devenu silencieux. Étant à 45 mètres au-dessus de la forêt, on pouvait entendre à des kilomètres. Soudain, nous avons entendu ce qui semblait être un humain imitant un singe, suivi d'un grognement. Mon collègue m'a dit, très sérieusement, qu'il fallait partir tout de suite. Je suis parti rapidement et il a déménagé dans le Nevada peu après. Au Mexique, dans l'ancienne maison de ma mère, elle nous avait envoyé mon petit frère, mon cousin et moi fermer le portail et éteindre les lumières. Pour y arriver, il nous a fallu traverser environ 200 mètres de prairies sans lumière. À environ 50 mètres, nous avons tous entendu des bruissements et senti une odeur que nous ne pouvions imaginer être que du sang et un mélange d'odeurs de chien mouillé. Il y avait des légendes locales sur des hombres lobos, des hommes loups condamnés à errer dans le vieux ranch par une sorcière noire qui les utilisait pour des rituels païens.
La sorcière a été chassée et torturée par les habitants, et après que le prêtre lui parlait en latin, elle se serait transformée en ce qu'ils disent être un mélange de rats et de serpents. Ces hommes-loups étaient dits immortels, et le seul objet qui pouvait les dissuader était l'argent espagnol. Mon cousin, étant l'alpha qu'il était, s'est littéralement enfui à toute vitesse. Tout ce que nous avons vu, c'était lui criant et ses baskets filant à toute vitesse. Mon frère et moi, naïfs et originaires du Texas, pour notre première fois dans le ranch de ma mère, continuons notre chemin. On disait que ces hommes-loups étaient cannibales, alors qu'ils étaient encore humains, il y a encore 75 ans. Rappelez-vous, nous sommes dans un Mexique rural, où l'état de droit est pratiquement inexistant. En franchissant le portail, nous voyons tous les deux ce qui doit être, à mon avis, un hybride de chien-loup mutilé. Il s'est précipité d'une pièce vers les ruines de la vieille cuisine en adobe où les domestiques de mes grands-parents cuisinaient. Nous avons entendu du verre se briser et un cri a glacé le sang que je ne me souviens avoir entendu qu'une seule fois lorsque mon frère a marché sur un clou des années auparavant. Après avoir vu et entendu ça, nous nous sommes mis à pleurer et à hurler hystériquement, paniqués par l'adrénaline, et à courir vers la maison de mon cousin. Ma mère, mon père et mon petit frère nous ont regardés d'un air perplexe, ne comprenant pas pourquoi nous pleurions. Mon cousin était encore sous le choc et ne pouvait parler, juste un regard noir et de la sueur qui lui coulait au visage. Mon père s'empara d'un vieux fusil de chasse et se précipita vers son camion. Mais ma mère l'arrêta net, prétextant qu'il s'agissait peut-être de membres d'un cartel cherchant à attirer des victimes pour les kidnapper. Mon père partit et décida d'attendre l'aube pour enquêter avec l'aide de mes oncles. Dès que les premiers rayons du soleil illuminaient nos fenêtres, mon père prit son équipement et réveilla mes oncles. Tous lourdement armés, après ce court pèlerinage vers le site, ils ne trouvèrent que les portes grandes ouvertes, des éclats de verre partout et une odeur persistante de chien mouillé flottant dans l'air. Ils ramassèrent au moins 10 poulets et un porcelet complètement vidé de leur sang. À l'entrée de la vieille cuisine en adobe se trouvait un fagot de bois soigneusement attaché à la Blair Witch avec un ruban noir. Ma mère, informée de la situation, décida de démolir la vieille structure en adobe et demanda au prêtre local de réciter une prière purificatrice et un rosaire en latin. 15 ans plus tard, jusqu'à aujourd'hui, les habitants locaux ne traversent jamais ce chemin de peur de rencontrer les hommes-loups ou la sorcière maudite. Je campais dans le nord du Minnesota, une nuit avec ma compagne, et j'ai fait une rencontre étrange. Pour rappel, nous sommes tous les deux des campeurs et des randonneurs chevronnés, ayant presque terminé la visite des parcs d'État du Minnesota. Nous sommes donc tous les deux très à l'aise en forêt. Bref, nous étions les seuls sur la place, à part le responsable du camp, et nous étions à l'autre bout du camping dans le virage. La première nuit, une meute de loups rôdait sur la rive du lac. Ils se sont approchés suffisamment pour que nous puissions les apercevoir environ 100 mètres. Cela ne nous a pas alarmés, car nous n'avions pas notre chien avec nous. La nourriture était sous clé, c'était juste génial de voir des loups. Le lendemain, il a fait un temps magnifique. Nous avons fait une randonnée parmi les géants, les grands pins rouges, et terminé notre repas. Après le dîner, nous sommes descendus au quai pour admirer le coucher du soleil. C'est sur le quai que j'ai eu pour la première fois la sensation d'être observé. Une sensation qui m'est rare. Alors j'y ai prêté attention. Personne ne s'est installé ce jour-là, alors je suis allé voir l'emplacement de l'hôte, près de l'entrée. Sa petite voiturette de golf, à 3 roues, était garée près de son camping-car et ses lumières étaient éteintes à l'intérieur. Je me suis dit qu'il avait dû faire une petite balade avant d'aller se coucher et qu'il nous avait vus sur le quai. De retour au camp, nous nous sommes assis près du feu à discuter et à nous détendre jusqu'à 23 heures environ. Nous avons tous deux remarqué le calme régnant. Le lac était transparent, les arbres immobiles, le petit gibier immobile. Pas de hibou, pas de chant de rainettes, pas d'insectes. Rien, juste ce qui semblait être un épais silence. Nous sommes entrés dans la tente et nous nous sommes tous les deux évanouis presque immédiatement. Mais 1 heure plus tard environ, j'ai été réveillé par des bruits de mouvement à l'extérieur. Je n'étais pas inquiet, car 99% du temps, je me réveille avec un écureuil, un rat musqué, etc.
Les emplacements de camping ont des accès en gravier et j'entendais quelque chose d'énorme marcher sur le gravier, écrasant les débris à chaque pas. Après quelques jours passés là-bas et après m'être entendu marcher avec quelqu'un d'autre, ce qui était en question pesait 2 à 3 fois plus que nous, j'ai réveillé ma compagne en secouant mon doigt contre mes lèvres pour qu'elle ne parle pas au réveil. Ses yeux se sont exorbités en entendant les pas dehors. J'ai hoché la tête et retiré mon doigt de mes lèvres. Il a atteint la table de pique-nique, nous avions préparé nos repas et s'est arrêté. J'ai réalisé à ce moment-là que j'avais oublié de ranger un tupperware de mûres et de myrtilles que nous avions ramassé plus tôt, ainsi qu'une assiette de brownies que sa grand-mère nous avait préparée. Idiot, me suis-je dit, tu as emmené un ours au camp. Nous avons croisé des ours noirs à maintes reprises et ils s'enfuient généralement à notre vue. Nous avons même croisé une mère et ses oursons dans un champ de baies et un cri les a effrayés instantanément. J'avais un cabard et une petite hachette dans la tente, alors j'ai commencé à les frapper l'un contre l'autre en criant « Hé, ours, sortez !» À ma grande horreur, il n'a pas bougé. Il a attendu que j'arrête de frapper, que je m'éloigne de quelques pas de la table. Je me suis arrêté. J'ai regardé ma partenaire et fait le signe de marche avec 2 doigts pour dire « bipède ». Elle a hoché la tête. J'ai repris les coups et les cris pendant 30 secondes. Il est resté immobile. Il a de nouveau attendu que je m'arrête, puis cette fois, il est retourné à la table et a commencé à fouiller dans nos affaires. On aurait dit qu'il saccageait les lieux. J'ai entendu mon tisonnier tomber par terre, ainsi que la poêle, les bidons d'eau et nos couverts. Finalement, on l'a entendu commencer à manger et j'ai supposé qu'il avait trouvé les baies. À ce moment-là, la peur s'est installée. Il est à environ 1,50 m de la porte de la tente, assez près pour que j'entende ses mâchoires claquer et ses respirations entre chaque morsure. Ses grognements aussi. Il est affamé, presque dégoûtant à entendre. On ne dirait pas un ours. Je suis presque sûre qu'il est sur 2 pattes. Soit il y a un ours dehors qui n'a pas peur des gens, soit quelqu'un dehors qui sait que j'ai une arme et s'en fiche, soit quelque chose d'autre que je n'arrive pas à identifier. Pour une raison que j'ignore, je n'ai pas pu me résoudre à ouvrir le double toit de la tente et à regarder ce que c'était. Mon cœur battait fort et mes mains tremblaient à chaque fois que je pensais à l'attraper. Finalement, il arrête de manger et de faire le moindre bruit. Le silence revient. Nous restons assis là pendant probablement une demi-heure à attendre de l'entendre, soit continuer à manger, soit quitter les lieux, mais rien. Finalement, ma partenaire s'évanouit à nouveau, mais je reste éveillé en attendant un autre bruit. Avant de m'endormir, je pense que demain matin, j'irai chercher des traces pour essayer de déterminer ce que c'était. Au même moment, j'entends des gouttes de pluie tomber sur le toit de la tente. Impossible. Toutes les traces qu'il a laissées seront effacées. À mon réveil, j'ouvre lentement la tente, m'attendant à une scène de destruction totale. Mais à notre grand désespoir, notre campement semble intact. Le tisonnier est là où je l'ai laissé. La poêle n'a pas bougé. La boîte à couverts est exactement là où elle était. Les bouteilles d'eau sont encore accrochées à leurs crochets. Le contenant de paix est également intact, étrangement. La seule chose qui a été touchée, c'est l'assiette de brownie. Il était sur une assiette à l'intérieur d'un vieux sac à pain fermé par un lien torsadé. Le lien torsadé était posé sur la table, l'assiette sur le sac. Les brownies avaient disparu et pas une miette en vue. Tout ce que nous savions, c'est que rien de tout ça n'avait de sens. Un ours aurait déchiré le sac. Alors c'était quoi? Un ours? Un évadé de prison? Un giga-raton laveur? Un Bigfoot? Des extraterrestres? On ne sait pas. En tout cas, quoi que ce soit, il adorait les brownies. J'ai vécu une expérience très étrange dans le parc national de Congaré, près de Columbia, l'hiver dernier, ce qui m'a conduit à m'intéresser à ce genre d'histoire. Ce parc est doté d'une magnifique promenade en bois qui traverse les marais et la forêt de cyprès. En regardant une photo de l'endroit, mon récit pourrait avoir plus de sens. Je vivais à Columbia, en Caroline du Sud, et j'allais souvent au parc national de Congaré, donc je connaissais bien la région. J'avais l'habitude de sauter la clôture et de marcher sur la promenade la nuit, car c'est un moment très paisible pour profiter des marais et écouter la faune. Il n'y avait jamais de garde ou de ranger après les heures de fermeture.
alors j'étais toujours seule. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était en octobre 2021. Je faisais ma promenade habituelle, lampe torche à la main. Je dois préciser qu'entre les insectes et les grenouilles, les sons dans les marais étaient forts, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent complètement, alors que j'avais avancé d'environ 1,5 km. J'ai entendu ce que je pensais être la voix de ma femme m'appeler depuis le sentier devant moi, mais elle n'était pas là. J'étais seule, et elle était en voyage. Ensuite, j'ai entendu de l'eau éclabousser à ma droite, mais ma lampe torche n'a rien révélé. J'ai attribué ça à la fatigue, et j'ai continué à avancer. La faune a repris ses bruits, peu après, et tout semblait redevenu normal. Mais 15 minutes plus tard, le calme est revenu, encore plus étrange cette fois. J'ai entendu l'eau bouger à gauche, mais cette fois, c'était plus intentionnel, comme si quelqu'un marchait. Je me trouvais dans une partie dense des cypresses et je ne pouvais voir qu'à environ 6 mètres devant moi. Et alors j'ai entendu à nouveau la voix de ma femme. Encore une fois, elle n'était pas là. Elle était loin et certainement pas en train de marcher dans un marais à 1h du matin. À ce moment, j'ai vu une silhouette se déplacer entre les arbres, mais quelque chose ne semblait pas normal. Elle était maigre, pâle et plus grande que moi. Je mesure 1,80 m. J'ai décidé de partir en courant, parcourant presque 3 km jusqu'à mon camion sans ralentir, jusqu'à ce que les bruits de la faune reviennent. Comme je l'ai dit, c'est une promenade surélevée au-dessus d'un marais, isolé en pleine campagne. Personne ne marche dans l'eau la nuit sans lumière, voire jamais, et je ne connais aucun animal de cette taille qui suit un schéma de déplacement bipède. Je tiens à préciser que je n'étais ni sous l'influence de substances, ni privé de sommeil. J'aime juste la nature. Je suis convaincu que j'ai rencontré un crawler, un wendigo ou une autre créature capable de mimer des voix. Il n'y a aucune chance qu'un vagabond méthodique ait pu traverser ce marais à des kilomètres de la civilisation en imitant la voix de ma femme, mais en même temps, c'est la Caroline du Sud. Il y a 3 ans environ, je suis allée camper avec ma petite amie, car elle avait toujours montré de l'intérêt pour le camping, mais n'en avait jamais fait. L'endroit où nous sommes allés se trouve dans la forêt nationale de Huron et est mon sentier et lieu de camping favori. Il est caché au cœur de la forêt avec un accès facile au sentier pour les quads, etc. Ma famille y va depuis environ 6 ans et mes amis qui m'ont fait découvrir cet endroit y allaient depuis une dizaine d'années. Nous avons fait un voyage de week-end et je suis heureux que ce n'ait pas duré plus longtemps. Lorsque nous sommes arrivés, tout allait bien, à l'exception d'un groupe de personnes qui traînaient près de notre site de camping pour observer les étoiles. Ils ont fini par partir, puis, vers minuit, les choses étranges ont commencé. Au début, on aurait dit que quelqu'un riait de nous, mais le rire ne s'arrêtait jamais. Il devenait de plus en plus aigu et semblait continuer sans fin. Après un certain temps, nous avons commencé à avoir peur et sommes allés dans la tente pour essayer de dormir. C'est alors que le rire ou le bruit est monté plus haut et a commencé à tourner autour du site de camping. Après un moment, ça s'est soudainement arrêté, puis a repris vers 3 h du matin. Quand ça a recommencé, le feu était en train de s'éteindre. Je suis allé raviver les flammes avec mon fusil de chasse à la main et j'ai allumé ma lampe de poche pour voir si je pouvais apercevoir des coyotes ou quelque chose autour du site. Cependant, je n'ai rien vu ni entendu autour de nous. Ça a continué jusqu'à 6 h du matin, puis s'est arrêté. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons pu enfin nous reposer. Après notre réveil, nous avons vérifié autour du site de camping et n'avons rien trouvé d'anormal. Alors nous avons fait nos bagages. Une fois prêt à partir, j'ai voulu démarrer mon véhicule, mais il était complètement à plat. Ça m'a vraiment effrayé, car je suis toujours très prudent pour ne pas laisser des choses branchées qui pourraient tuer la batterie. Pourtant, elle était morte sans raison apparente. Heureusement, j'ai pu obtenir une assistance.
Cet appel était difficile à expliquer et la personne qui l'a pris ne m'a pas cru, mais à la fin, nous avons bien ri. Après cet incident, j'ai raconté ce qui s'était passé à mon ami qui m'avait fait découvrir le site de camping. En entendant ça, il a été effrayé. Il m'a raconté 2 incidents qu'il avait vécus, l'un sur le site de camping et l'autre à son chalet. Sur le site de camping, il a expliqué qu'une nuit, après que nous étions tous rentrés de nos balades sur les sentiers et étions allés nous coucher, il était resté près du feu pour profiter d'un moment tranquille et boire quelques verres. Pendant qu'il se détendait, il a vu une paire d'yeux dans les arbres qui le fixaient directement. Il les a décrits comme des yeux bioluminescents. Il a dirigé sa lampe torche haute puissance vers eux, mais il n'y avait rien, et dès que la lumière s'est éteinte, les yeux sont réapparus, fixant toujours son regard. Il s'est alors empressé d'aller se coucher sans rien nous dire pour ne pas nous effrayer. Au chalet, il était en train de traîner avec son frère près du feu à l'extérieur quand ils ont vu une paire d'yeux les regarder depuis un sentier menant dans la forêt. D'après leur hauteur, ce qu'ils ont vu mesurait plus de 2 mètres. Ils ont commencé à tirer dessus avec leurs fusils et les yeux ont disparu. Mais une fois qu'ils ont cessé de tirer, les yeux sont réapparus, cette fois plus proches. À ce moment-là, ils ont paniqué, se sont réfugiés dans le chalet et n'en sont pas sortis avant le lever du jour. Nous n'avons aucune idée de ce que cela pourrait être, mais nous avons tous ressenti une immense peur lorsque ces événements se sont produits. Après en avoir discuté, l'un des frères pense que c'est un Wendigo. Personnellement, je ne sais pas ce que c'était, mais je n'ai jamais ressenti une telle peur depuis. Cette rencontre n'est pas la mienne, mais celle de mon père. Je l'ai entendue maintes et maintes fois au fil des ans, mais je me souviens encore de la toute première fois qu'il me l'a racontée quand j'étais plus jeune. Ça s'est passé à Kansas City dans le Missouri, au nord de la rivière, à la fin des années 70. La région a depuis été transformée en plusieurs lotissements et n'est plus boisée. Mon père et son ami Ricky faisaient la fête avec quelques amis dans les bois, près d'un rocher qu'ils connaissaient. Ils avaient allumé un feu et selon leurs propres aveux, buvaient et consommaient d'autres substances cette première nuit. Tôt dans la soirée, ils ont entendu quelque chose marcher sur le rocher au-dessus d'eux. Ils savaient que ce n'était ni une vache ni un cerf, car ça semblait lourd et ne faisait pas le type de bruit que feraient des sabots sur la roche, et ça sonnait comme si ça avait 2 pattes. Mon père et Ricky ont pris leur lampe de poche pour voir ce que c'était. Dès qu'ils ont éclairé la zone au-dessus, ils ont entendu la chose s'enfuir. Ils ont essayé de la suivre, mais elle semblait juste assez rapide pour qu'ils ne puissent pas la rattraper à temps pour l'apercevoir. Finalement, ils n'ont plus rien entendu et sont retournés vers le feu avec leurs amis sans trop s'inquiéter. Plus tard dans la nuit, la police est arrivée et les a forcés à partir. Ils ont dû jeter leur alcool et ont été escortés hors des lieux. À ce moment-là, ils n'ont pas pensé que le bruit entendu plus tôt avait de l'importance et ont supposé qu'il s'agissait peut-être du propriétaire du terrain ou quelque chose comme ça. La nuit suivante, mon père et Ricky ont décidé de retourner au rocher pour récupérer certaines choses moins légales qu'ils y avaient cachées en entendant arriver la police. À ce moment-là, ils étaient complètement sobres et ont commencé à traverser le champ menant à la zone boisée. Lorsqu'ils se sont retrouvés à environ 3 mètres, ils ont entendu quelque chose de grand se diriger vers la lisière des arbres, puis hurler. Mon père a dit qu'il n'avait jamais rien entendu de pareil. Ça ressemblait à un cri humain, mélangé à celui d'un chien en douleur extrême, tout ça en même temps et durant très longtemps. Ils sont restés figés côte à côte, terrifiés et incapables de bouger, jusqu'à ce qu'ils entendent un autre cri immédiatement après le premier, mais à environ 15 mètres sur leur gauche. La prochaine chose dont mon père se souvient, c'est qu'il était à mi-chemin de leur voiture, Ricky criant après lui pour l'avoir laissé seul avec ses choses. Ils sont montés dans la voiture et sont partis. Ils ne sont jamais retournés dans ces bois. En grandissant, cette histoire était fascinante et a éveillé mon intérêt pour les cryptides. J'ai fini par entendre des cris et hurlements dans une émission d'enquête et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon père avait vraiment fait une rencontre avec Bigfoot.
Cela commence comme une soirée typique. Mon copain Todd et moi étions invités à l'anniversaire d'un ami proche. Il habite à une petite demi-heure de chez nous, dans une petite maison à la campagne entourée de champs. Todd avait insisté pour qu'on reste un peu plus tard, profitant de l'ambiance festive. Moi par contre, je me disais déjà qu'il était temps de partir. La soirée touchait à sa fin et nous avons finalement décidé de prendre la route. Je savais qu'il était tard, probablement aux environs de minuit. La route pour entrer chez nous était assez isolée, sinueuse, bordée de forêts. Mon copain m'a proposé de conduire pour que je puisse me reposer un peu plus sur le chemin. J'avais accepté, mais cette fois, j'avais décidé de rester éveillé. Je ne sais pas pourquoi, une sorte de malaise grandissait en moi dès que nous avons quitté la maison de notre ami. Une intuition étrange peut-être. Nous avions roulé quelques kilomètres. Le silence dans la voiture était apaisant, interrompu seulement par le ronronnement du moteur. Les champs étaient déjà derrière nous, remplacés par une forêt dense. C'est là que je l'ai vue, une silhouette au bord de la route. Au départ, je pensais que c'était un gros animal, un cerf peut-être, mais au fur et à mesure que nous approchions, la silhouette devenait plus nette et mon cœur s'est mis à battre plus vite. C'était quelque chose que je ne pouvais pas comprendre ni accepter. C'était immense, marchant sur deux pattes, avec un pelage sombre et une allure terriblement humaine, mais pas complètement. Ses bras étaient longs, presque disproportionnés. Ses yeux semblaient briller dans l'obscurité et il nous regardait fixement, comme s'il voulait comprendre qui nous étions. J'ai dit « Todd, tu vois ça ?» Ma voix tremblait. Il a ralenti sans répondre immédiatement. Puis au moment où nous étions presque à sa hauteur, la créature s'est mise à courir à quatre pattes, disparaissant dans la forêt à une vitesse qui me semblait impossible. Son mouvement était fluide, rapide, presque animal et pourtant étrangement calculé. Mon copain a accéléré et a dit « C'était quoi ça ?» Je ne sais pas, ai-je répondu, incapable de détourner mon regard de la forêt qui défilait à côté de nous. Je sentais encore son regard sur nous, comme s'il était toujours là, caché, attendant. Le reste du trajet a été irréel. Nous ne parlions presque pas, mais chaque bruit dehors me faisait sursauter. Les branches qui craquaient, les ombres qui semblaient bouger dans les bois. J'avais l'impression que quelque chose nous suivait. Lorsque nous sommes enfin arrivés à la maison, Todd a vérifié toutes les portes, toutes les fenêtres. Moi je scrutais l'obscurité, cherchant une preuve que tout ça n'était qu'une illusion, mais rien ne semblait apaiser cette peur en moi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Nous avons laissé toutes les lumières allumées. De temps en temps, je pensais entendre un bruit dehors, mais Todd insistait pour dire que c'était le vent. Je ne sais pas ce que nous avons vu sur cette route. Ce n'était pas un animal ordinaire, ni un humain. Une partie de moi espère ne jamais le découvrir, et une autre partie sait qu'il est toujours là, quelque part.